Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureuse, et c'est peut-être pas le mot à employer ici, mais je suis contente de pouvoir participer à cette journée dont le thème d'actualité est hélas criant. Et je remercie les organisateurs, et notamment Madame Augustin, de m'avoir proposé cette intervention. Quand le thème m'a été énoncé, donc le thème c'est les spécificités culturelles des relations hommes-femmes à la Martinique, ma première interrogation, ça a été, est-ce qu'il faut vraiment parler de spécificité culturelle de ces relations hommes-femmes à la Martinique? Le terme spécificité me semble un peu trop fréquemment utilisé dans le champ politique local. Il a souvent pour but de désigner les différences irréductibles entre la société martiniquaise et la société française hexagonale, la différence de contexte économique et historique et les problématiques sociales qui se distinguent de ceux des autres territoires français ou caribéens. Donc c'est ce à quoi renvoie le terme spécificité. Il n'est pas question pour moi de nier l'existence de particularités, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent quand on parle de relations hommes-femmes, parce qu'il faut éviter deux écueils. D'abord, il faut éviter l'écueil du culturalisme, c'est-à-dire la tentation d'expliquer tous les phénomènes dans ces relations par la culture, et il faut éviter l'écueil du spécifisme, c'est-à-dire la tentation d'expliquer ces phénomènes par des particularités qui seraient étiquetées. Il faut bien garder à l'esprit que les relations humaines sont à la fois chaque fois, c'est important, uniques et particulières, qu'il y a autant de relations hommes-femmes qu'il y a d'hommes et de femmes, autant de relations hommes-femmes qu'il y a de visions différentes de ce que c'est que la famille et la conjugalité, autant de relations hommes-femmes qu'il y a de trajectoires familiales, conjugales, affectives et sociales. Bon, ceci étant posé, c'est le rôle du chercheur de proposer des lignes de tension qui peuvent effectivement se rattacher à un certain contexte. Donc mon propos s'appuiera sur les observations issues de plusieurs enquêtes de terrain qui ont été menées par le groupe Genre et Société aux Antilles. Le groupe Genre et Société aux Antilles est une équipe pluridisciplinaire qui est rattachée au CRPLC, Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe, d'unité CNRS, située à l'Université des Antilles. J'appartiens à ce groupe depuis sa création en 2007. Donc les travaux que j'utiliserai ici sont ceux qui sont produits par ce groupe, mais également ceux qui sont produits par mes propres observations liées à une recherche que je mène actuellement sur les masculinités antillaises. Vous comprendrez bien que dans le format de cette intervention, je ne peux pas vous détailler avec précision tous les différents matériaux, mais je veux préciser néanmoins que je vais m'appuyer ici sur les résultats de l'enquête ENVEF Martinique qui a été pilotée par le groupe Genre et Société, une enquête statistique dans laquelle 1152 femmes et 954 hommes martiniquais ont été interrogés à propos des violences dans les différentes sphères de vie. Et je m'appuierai tout particulièrement, parce que c'est le volet que je connais le mieux et dans lequel j'étais personnellement le plus impliquée, le volet qualitatif de cette enquête, à savoir un volet qualitatif qui comporte deux éléments. Une première enquête sur les sorties de la violence conjugale, dans lesquelles on a rencontré une vingtaine de femmes qui étaient en situation de violence conjugale et qui n'en étaient peut-être pas encore sorties, et une enquête exploratoire sur les hommes martiniquais pour savoir comment ils se construisent, une enquête que l'on a appelée socialisation masculine. Mon propos va s'appuyer également sur un travail sur la façon dont on fait famille en Martinique, que notre groupe est en train de piloter et vient de finir, et dont les résultats seront rendus publics en 2016. Enfin, je m'appuierai également sur un questionnaire qui a été testé auprès de 45 personnes, 25 hommes et 22 femmes, dans lesquelles on a interrogé les personnes sur les stéréotypes sexués pour voir un peu comment chacun se perçoit. Mon intention n'est donc pas de restituer des chiffres et de nombreux extraits d'entretien, mais par contre de vous proposer des pistes de réflexion qui peuvent, je l'espère, alimenter le débat. Trois axes dans cette intervention. Tout d'abord, l'idée d'une socialisation différenciée entre hommes et femmes martiniquais. Ensuite, les conséquences et les coûts de cette socialisation différenciée. Et enfin, le lien que l'on peut faire entre la manière dont on éduque filles et garçons, la façon dont on gère la socialisation dans cette société, le lien que l'on peut faire avec la violence. Donc parlons tout d'abord des socialisations différenciées entre hommes et femmes martiniquais qui conduisent à des postures différentes. Il faut savoir tout d'abord que depuis 1969, il y a eu un article majeur sur la socialisation caribéenne qui a été fait par Peter Wilson, anthropologue, et qui s'appelle « Réputation et respectabilité, une suggestion pour une ethnologie caribéenne ». Dans cet article, l'idée d'une socialisation différente des filles et des garçons et l'impact sur la formation des identités sexuées
ces idées, depuis cet article, ces idées sont communément admises dans les sociétés post-coloniales caribéennes. Mais la différence de socialisation entre filles et garçons n'est évidemment pas une spécificité locale. C'est évidemment toute la question du genre. Mais par contre, ce qui peut la caractériser dans ces territoires, ce sont les concepts qui lui sont appliqués. Réputation, respectabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ces concepts sont pertinents, nous l'avons trouvé dans nos travaux, pour la société martiniquaise. Selon ces concepts, et en particulier selon le concept de la respectabilité, les femmes sont socialisées. Alors je dis les femmes, bon, parce que je suis obligée quand même de présenter quelque chose qui est un petit peu homogénéisant, mais en fait je devrais dire des femmes. Les femmes sont socialisées dans les sociétés postcoloniales caribéennes pour se conformer à la valeur sociale et morale de la respectabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette valeur s'entend, on l'entend d'ailleurs parfois dans le discours, que peuvent entendre les filles ou les garçons dans cette société, mais ailleurs aussi, mais on l'entend quand même pas mal ici. Par exemple, on entend une fille qui se respecte ou une femme qui se respecte ne devrait pas faire ça ou ne fait pas ça. Ou on entend, si elle s'était respectée ou si elle se respectait, ça ne lui serait pas arrivé. Ou on entend ce proverbe qui n'est pas un proverbe local, mais qui je trouve est assez populaire, qui vaut son respect se le procure. Cette respectabilité-là, elle se traduit par quoi? Eh bien, elle est associée à la fidélité conjugale qu'une femme devrait respecter, à la discrétion sexuelle, c'est-à-dire qu'il faut éviter un affichage de sa sexualité dans l'espace public, ce qui ne veut pas dire en fait que on ne peut pas exprimer de séduction ou de disponibilité sexuelle, mais il faut le faire dans un espace qui est privé, si possible le plus privé possible, ou dans des interactions qui sont étroites. Sa discrétion sexuelle est également associée à l'obéissance, à la pratique religieuse et peut être caractérisée par ce que je propose d'appeler une socialisation du dedans, c'est-à-dire une socialisation à l'intérieur, pour les filles en tout cas, principalement à l'intérieur de l'espace domestique ou des espaces institutionnels normatifs, tels l'école et les églises, et dans une certaine mesure parfois les clubs sportifs. Cette forme de socialisation se traduit à la Martinique par la qualité de poteau-mitant, de femme poteau-mitant. Le poteau-mitant, je le rappelle, c'est littéralement le poteau dans le mitant de la maison, c'est-à-dire le poteau central sans lequel la maison ne peut pas tenir. Cette qualité de femme poteau-mitant, et je n'emploie pas ce mot qualité par hasard, je l'emploie vraiment à dessein, parce que c'est à la fois une qualité dans le sens où c'est une compétence, et c'est une qualité dans le sens où c'est un titre. Cette qualité de femme poteau-mitant, c'est la capacité d'assumer la responsabilité domestique et éducative de la famille et des enfants, même si la femme est seule. Cette stature de femme poteau-mitant, elle prend vraiment tout son sens quand on sait qu'une famille sur 4 est monoparentale aux Antilles-Guyane, contre une famille sur 10 en France hexagonale, que dans 9 cas sur 10, le chef de famille est une femme célibataire, la Martinique étant le département le plus touché par la monoparentalité. La situation diffère évidemment pour les hommes antillais. Je n'ai pas dit qu'elle était meilleure, j'ai dit qu'elle différait. Ceux-ci peuvent ou doivent, par leur mode de socialisation, souscrire au principe de réputation, c'est-à-dire au principe d'une image qui est valorisée et qui se donne à voir, et notamment se donne à voir aux pères, P-A-I-R-S, et aussi aux femmes, sous peine de voir leur virilité questionnée et d'être éventuellement traitées de macoumet, selon l'expression locale. Je n'ai peut-être pas besoin de la traduire. Les femmes n'ont pas accès à la réputation, précisément en raison de cette caractéristique de chose qui va se donner à voir, parce que justement on a parlé de la discrétion, et que une femme antillaise qui a une réputation, c'est justement l'exact contraire de la respectabilité à laquelle elle est supposée devoir tendre. Il s'agit donc pour les hommes d'une virilité ostentatoire, pour reprendre l'expression de mon collègue Roger Cantacuzen, qui repose principalement sur ce que je pense qu'on peut appeler une socialisation du dehors, qui se fait donc beaucoup par les pères, à PAIRS encore une fois, à l'extérieur de l'espace domestique. Voilà. Donc cette socialisation du dehors se manifeste par certains attributs, les conquêtes féminines dont on a parlé tout à l'heure et leur affichage, parce que si elles sont pas affichées, c'est tout de suite moins sympa, le langage de la force et les conduites à risque. Une fois que la réputation virile elle a été établie, il est loisible aux hommes de souscrire au principe de respectabilité à leur tour, parce que les femmes n'ont qu'une alternative a priori, mais les hommes en ont deux. Une fois que la réputation, les obligations de la réputation ont été remplies, on peut souscrire à la respectabilité en optant par exemple pour le mariage, ce qui n'exclut pas la possibilité de conserver, c'est pas une possibilité, c'est pas une obligation évidemment, de conserver une ou plusieurs relations extra-conjugales stables, ce que l'on appelle le pluripartenariat stable.
À l'inverse, le pluripartenariat instable, qui est incarné par la figure du coureur ou du vagabond, pour reprendre l'expression repérée dans les enquêtes de Giraud et de Mulot en 99 et 2009, eh bien, l'homme aux multiples conquêtes, considéré comme irresponsable, eh bien, cette figure-là, elle est stigmatisée. Alors, je veux qu'on soit bien précis sur quelque chose. Il faut garder à l'esprit que là, je parle de paradigme de socialisation, qu'il n'est absolument pas question de les saisir comme des principes rigides, et qu'il faut bien se rappeler que les gens, les individus sont des acteurs qui évoluent avec des stratégies plus ou moins conscientes, se distanciant, se rapprochant de ces impératifs ou parfois n'en tenant aucun compte. Rien n'empêche, par exemple, aux femmes de développer, comme j'ai pu le constater lors d'intérêts très récents, une séduction ostentatoire, perçue parfois comme agressive par certains hommes, en particulier quand ils sont jeunes, mais rien n'empêche non plus aux hommes de choisir prioritairement la voie de la respectabilité sans souscrire au principe de réputation active, en se contentant simplement de montrer qu'on a la potentialité de séduire, mais qu'on choisit de pas le faire parce qu'on est respectable. Et qu'on respecte donc sa famille ou son conjoint. Les stratégies des individus dépendent également de différents capitaux, les capitaux culturels, par exemple, les ressources en termes de diplôme ou de savoir-faire, les capitaux économiques, le capital social, les relations, l'insertion dans un certain milieu, et bien évidemment, on ne le dit pas assez souvent, le capital physique, suivant la plus ou moins grande valorisation de l'apparence que l'individu arbore en fonction des critères de beauté retenus dans notre société. Gardons aussi à l'esprit que, et c'est un tempérament important, s'agissant des jeunes populations, on n'a pas d'études à la Martinique pour l'instant sur l'impact des réseaux sociaux, elle en parlait tout à l'heure, Madame Augustin, ni de la facilité d'accès aux produits médiatiques. On ne sait pas ce que ça produit exactement comme effet sur la socialisation des jeunes martiniquais. On n'a pas d'études sur l'impact de l'hyperconnectivité de ce territoire, qui fait d'ailleurs parler maintenant d'hypo-insularité. Par les géographes. Pour ce que j'ai pu observer pour l'instant dans mes différents terrains, j'aurais tendance à dire que ces phénomènes-là, hyperconnectivité, réseaux sociaux, etc., ont plutôt tendance à relativiser la partition entre socialisation du dedans et socialisation du dehors, mais ne la remettent pas en cause fondamentalement. Ça reste un peu le grand principe. Quels sont donc, c'est mon deuxième point, les conséquences et les coûts de ces socialisations différenciées? S'agissant tout d'abord des femmes, on a dit qu'elles étaient conditionnées par la respectabilité et la discrétion sexuelle. La représentation de la femme potomitan fonctionne comme une identité à double tranchant. Tout d'abord, elle est avant tout valorisante, car elle propose une posture qui est forte et indépendante aux femmes et un sentiment d'indispensabilité dans la cellule familiale qui indéniablement apporte une certaine satisfaction et par là même une forme de reconnaissance. Et j'emploie ce mot au sens sociologique, je l'emploie pas au sens du mot gratitude. Une forme de reconnaissance à celles qui souhaitent et ou qui réussissent à l'incarner. D'accord? C'est pas le choix de tout le monde, hein. Elle procure également un possible sentiment de maîtrise de l'espace domestique et une forme de liberté d'expression dans cet espace. On parle plus facilement quand on est une femme dans l'espace domestique parce que, et qui constitue parfois cette forme de liberté d'expression, le pinacle de la socialisation du dedans à laquelle sont accoutumées les filles. Elle contribue aussi parfois, et ça c'est un peu le revers, à donner à certains hommes, qui l'exprimaient dans les enquêtes, le sentiment de ne pas trouver leur place dans la sphère éducative ou la sphère domestique qui est préemptée par les femmes. Mais cette figure-là, cette figure de femme potomitan, de femme soldat, de femme jock, comme on dit en créole, eh bien, elle peut sembler parfois écrasante aux femmes qui ne souhaitent pas l'incarner, qui ne peuvent pas l'incarner ou qui aspirent à d'autres modes de vie fondés davantage sur l'épanouissement individuel en dehors de la famille. De plus, la qualité de femme potomitan repose sur la maternité, sur la capacité à gérer le foyer, car c'est le fait d'être mère qui attribue l'accès à ce statut, ce qui de facto écarte les femmes qui n'ont pas fait le choix de la maternité ou qui n'ont pas pu le faire. C'est à cause de cela que dès les années 80, et bien que ce soit questionné encore maintenant, mais c'est encore très d'actualité, on a parlé de la cellule familiale martiniquaise comme étant matrifocale, avec un phénomène de centralité sur les rôles des mères et des grands-mères et de relégation du père à la périphérie de la famille. Bon, mais ce sont des choses sur lesquelles il y a des débats, on peut y revenir après. S'agissant des hommes, la socialisation comporte des avantages mais également des coûts. L'un des avantages, c'est le sentiment d'une plus grande liberté, notamment une grande liberté d'aller et venir en dehors de l'espace domestique qui serait offerte aux hommes. En effet, dans les enquêtes sur les stéréotypes, représentations et attentes genrées, nous avions remarqué que les discours masculins et féminins, donc il y a un consensus sur cette question,
font état d'une plus grande liberté dévolue aux hommes dans la société martiniquaise, alors que les femmes sont perçues comme bénéficiant d'une moins grande liberté parce qu'elles sont soumises à un contrôle social qui est plus strict ou qui est plus fréquent. Cette liberté paraissait d'autant plus significative aux enquêtés que ceux-ci étaient conscients que les hommes martiniquais, comme la plupart des autres hommes sur cette planète, bénéficiaient de la domination masculine institutionnelle, avec ce qu'elle traduit en termes d'inégalité. Je pense que vous connaissez bien cette question. Pour autant, l'injonction à la virilité ostentatoire, elle a des coûts. Certains de ces coûts ont été pointés dans un article très intéressant que j'invite tout le monde à lire, publié en 2012 par les sociologues et anthropologues Nadine Le Faucheur et Stéphanie Mulot. Dans cet article notamment, il y a, qui sont toutes deux membres du groupe Genre et Société, d'ailleurs, je le dis en passant. Dans cet article, il y avait un lien possible entre virilité agressive et délinquance. Et j'ajoute le corollaire, l'incarcération, je le dis en passant parce que je trouve que ça a du sens quand même. L'incarcération d'une population masculine, une population essentiellement masculine. Je rappelle qu'au centre pénitentiaire de Ducos en 2014, sur 1047 détenus, il y a 1012 hommes. Voilà, donc 1027 détenus, il y a 1012 hommes, ce qui est quand même assez significatif, hein, contre 15 femmes. Donc, et qu'en 2008, il y avait 13 femmes, donc on reste une population stable, contre 738 hommes. Donc, il y a quelque chose sur quoi il faut se pencher. Ce qui me paraît aussi intéressant, c'est, à titre de lien, de coût de cette virilité ostentatoire, c'est l'importance de la consommation de biens matériels pour les jeunes hommes et l'accès aux femmes que cette capacité à consommer est supposée leur fournir. Et cette capacité à consommer est peut être bien sûr acquise au moyen d'activités illégales. Elle traduit également un stéréotype qui est celui de la femme antillaise qui est qualifiée de matérialiste. Donc on augmente sa capacité à consommer parce qu'il faut accéder aux femmes, parce que les femmes sont matérialistes, et ainsi de suite. Cela me semble également lié aux conceptions de la masculinité transmise dans la socialisation masculine mais aussi féminine. De plus, l'un des coûts de la socialisation masculine antillaise est la difficulté à verbaliser pour les hommes antillais, c'est pas tout à fait le cas des femmes, verbaliser les émotions autres que la colère et la frustration. Car exprimer, c'est ce qu'on appelle le tabou de l'intime. Car exprimer des émotions qui ne nécessitent pas d'agressivité, comme la tristesse ou le désarroi, est parfois perçu par les individus comme les exposant à une vulnérabilité qui est incompatible avec la virilité qui doit être montrée. L'injonction donc à la virilité telle qu'elle existe dans la socialisation qui est transmise aux garçons, elle a un coût émotionnel et elle peut, à l'instar de l'assignation de femmes potomitans, elle peut paraître contraignante aux individus et générer des tensions internes à ces individus qui ne peuvent pas s'y conformer, qui ne veulent pas s'y conformer ou qui essayent de s'y conformer mais qui n'arrivent pas à le faire. Troisième point, enfin, ces différences dans la socialisation, que j'ai évidemment pas tout énoncé ici, c'est absolument pas possible, peuvent être à l'origine de conflits et éventuellement de violences, parce que tout d'abord, elles génèrent des stéréotypes qui sont en eux-mêmes en soi violents. Par exemple, le stéréotype de l'homme martiniquais, il dit, alors je cite ce qui a été repéré dans le terrain, irresponsable, ou qui préfère les copains, ou qui n'est jamais là, ou de l'homme qui court. Ces stéréotypes doivent être mis il faut les analyser à la lumière de justement celui de la femme potomitan qui elle de toute façon elle est responsable. Forcément elle préfère pas les copines. Forcément elle est toujours là puisque c'est un potomitan tel le potorifié qu'elle est supposée être, elle est toujours là. Et donc il faut voir un petit peu les choses un peu en miroir comme ça, voir comment ces phénomènes s'alimentent. De la même manière, du côté des hommes martiniquais, les stéréotypes les plus repérés, c'était ceux de la femme martiniquaise matérialiste et ceux de la femme martiniquaise exigeante qui en veut toujours plus ou qui n'est jamais satisfaite. L'une des conséquences les plus significatives de cette différente socialisation repose aussi, à mon sens, dans l'hypothèse que pour certains hommes, la sphère familiale, la sphère conjugale, donc l'espace du dedans, il est perçu comme étant un espace de contrainte. Alors que précisément pour certaines femmes, il est perçu comme étant un espace de maîtrise où elles peuvent éventuellement disposer d'une forme de pouvoir. Cela vient d'une conception, à mon avis, c'est tout à fait une hypothèse, d'une conception différente de la liberté dans laquelle on éduque filles et garçons. C'est-à-dire que filles et garçons n'ont pas accès au même type de liberté, c'est pas la même conception de la liberté qui leur est transmise. Cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi, dans l'enquête en VF Martinique, alors c'est important, c'est le seul chiffre, je pense que c'est le seul chiffre que je vais citer après, c'est les 9/10 des atteintes ou agressions, les 9/10 des atteintes ou agressions
déclarées par les hommes dans la sphère conjugale relevaient plus particulièrement de ce qu'ils estimaient être une volonté de contrôle ou d'emprise de la partenaire. C'est-à-dire les questions, alors, il faut bien, je vais le retraduire. 90% des hommes estiment que quand on leur demande où ils vont, ce qu'ils vont faire et pourquoi ils vont là, c'est une violence. C'est ce que dit l'enquête. Alors, pourquoi cette perception? Alors, ça paraît caricatural, mais ça a beaucoup de sens en réalité. Pourquoi y a-t-il cette perception? C'est parce que les interférences à la liberté dans laquelle sont socialisés les hommes, notamment cette liberté de pouvoir aller et venir, qui est constitutive en quelque part de leur propre masculinité, eh bien, ces interférences peuvent générer des réactions violentes quand elles viennent de femmes qui sont, et encore plus de femmes victimes de violences, qui sont en situation de double domination. Domination masculine institutionnelle, mais domination spécifique liée à la situation de violence. Peut-être que c'est dans ce sens-là, justement, ce problème de conflit de conception, qu'on peut interpréter le propos de cette enquêtée qui était avec un homme violent depuis 17 ans, et qui disait, qui y était encore quand on a fait l'enquête et qui n'en est pas sorti à ma connaissance, qui disait, il était toujours violent parce que c'est le mec qui refuse que je lui dise pourquoi tu pars, pourquoi tu vas là, pourquoi tu fais ça. Il voulait pas, il fallait qu'il se montre homme. Voilà, il fallait qu'il se montre homme. Ou dans le même esprit, les propos de cette femme qui souffrait du silence de son compagnon. Le silence est perçu parfois comme une violence par les femmes victimes. Elle dit, c'est quelqu'un qui court. Une fois, je lui ai dit, je ne sais pas quelle femme pourrait accepter que tu partes et tu ne dises pas où tu es. Tu retournes, tu ne dis rien, tu ne dis pas où tu es sorti, et ça, c'est une souffrance. Peut-être que dans ce dernier cas, le fait de généraliser à toutes les femmes en disant « je ne sais pas quelle femme pourrait supporter ça », eh bien cela traduit l'idée d'une vraie divergence entre hommes et femmes dans la conception même de la liberté et de ce qui est possible. Il faut cependant garder à l'esprit, j'attire votre attention sur ça, je crois qu'il faut être très prudent, il faut garder à l'esprit que la violence conjugale repose sur une multiplicité de facteurs et s'apparente à mon sens plutôt à un système totalitaire qui ne peut nullement être expliqué par de simples question de différence de socialisation, mais c'est un élément. C'est un élément qui peut expliquer pourquoi, par exemple, le sentiment de honte très fort que ressentent les femmes victimes, c'est pas le seul facteur qui complique la sortie de la violence, mais c'est l'un des facteurs. Dans l'enquête en VEF, j'avais plus particulièrement travaillé sur pourquoi on peut pas partir ou on n'arrive pas à partir. Et c'était l'un des facteurs qui ressortait. Eh bien, peut-être que cette honte provient du poids de la respectabilité qui pèse sur les femmes, de l'attachement au référentiel conjugal, de la peur du contrôle social et du jugement que la femme victime devra supporter si elle s'en va ou si elle dévoile ce qui se passe dans l'intimité de son foyer. Et ça, c'est lié à la socialisation. L'attachement à la religion, qui est également hérité de la socialisation, mais qui varie évidemment en fonction des trajectoires individuelles. Eh bien, l'attachement à la religion, nous l'avions repéré dans l'enquête, parfois contribue à maintenir la femme dans la situation. Parce que elle se dit Dieu va m'aider, donc je pourrais en sortir à un moment, Dieu va m'aider, mais paradoxalement ça contribue à la maintenir dans la situation qui est dangereuse. Enfin, un dernier point que nous n'avons pas abordé encore, le pluripartenariat masculin expose également certaines femmes victimes à des situations de précarité affective et parfois matérielle qui compliquent le départ de ces femmes. Ce pluripartenariat a été qualifié d'atteinte au lien conjugal dans l'enquête en VEF. Nous avions constaté une relation dans l'enquête qualitative entre l'augmentation des violences conjugales et le pluripartenariat féminin ou masculin. C'est-à-dire que quand l'on dit conjoint à plusieurs partenaires, il y a un phénomène d'augmentation de la violence. Si par exemple le pluripartenariat est féminin, c'est la femme qui a un autre partenaire, c'est un pluripartenariat qui est fort peu déclaré dans toutes les enquêtes sur la sexualité et sur la socialisation, ce qui s'explique pour plein de raisons sociologiques. Eh bien, ce pluripartenariat féminin exposait davantage les femmes aux insultes de leurs conjoints et augmente la probabilité d'agression sexuelle. Tandis que le pluripartenariat masculin se caractérise par une pluralité de violences, notamment les insultes, les manifestations de mépris, les coups, les brutalités et menaces avec ou sans armes, sachant que dans l'enquête, les personnes menacées avec armes étaient systématiquement liées à un conjoint qui était pluripartenaire. Moi, je suis finie. L'aggravation significative des violences dans ce cas devenait même un indicateur de pluripartenariat. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui savaient que le conjoint avait quelqu'un d'autre quand il devenait plus violent. Il y en a une notamment qui nous disait, quand il n'avait pas une autre femme, il était gentil, mais ça se sentait quand il me trompait, il devenait méchant. Ou alors l'autre qui dit, Vanessa, 32 ans, je sais que quand ça se calme, c'est qu'il n'a plus ses affaires.
Bien que le pluripartenariat soit une donnée d'observation courante, comme en attestent les statistiques, et qu'il semble conçu par certains hommes, comme nous l'avons entendu dans le terrain, comme un fondement de leur nature d'antillais. Que voulez-vous, je suis antillais, comme si c'était une spécificité culturelle, justement. Cela ne signifie pas qu'il soit complètement accepté, ni qu'il ne soit pas générateur de souffrance ou de risque pour la santé. Il peut être également générateur de tensions entre hommes et femmes, pouvant se traduire par la violence, car les tentatives de contrôle, comme disent les hommes, que certains hommes fustigent et auxquels parfois ils répondent par la violence, eh bien, sont parfois liés au soupçon de la compagne d'une infidélité, soupçon qui est parfois légitime. Enfin, je conclurai sur ce point, et je suis très prudente, je vous invite vraiment à prendre ces propos avec recul, on peut en partie interpréter la violence envers les femmes dans les espaces publics. Je pense notamment aux meurtres conjugaux, tels qu'on a pu en connaître, et vous connaissez tous cette affaire emblématique de 2005, l'affaire Sandra, ou l'affaire Pascal Carène en 2009 dans un centre commercial très fréquenté de Lille à des heures de pointe. C'est pas un hasard si ces crimes ont lieu, ces agressions et crimes ont lieu dans des lieux publics, dans des espaces très fréquentés, à des moments où il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que ces agressions apparaissent comme, je propose un élément d'explication, je suis pas en train de justifier, je propose un élément d'explication, apparaissent comme l'expression ultime d'une virilité ostentatoire qui va se donner à voir au maximum de personnes. En effet, le meurtre ou l'agression dans l'espace public permettent à l'agresseur d'exercer publiquement une forme de domination visible aux effets immédiats sur la femme, et il offre également, ça on l'avait repéré dans l'enquête, un moyen de pression pour certains hommes violents. Nous avions relevé que les menaces, après cette affaire, notamment l'affaire Sandra, il y avait eu un grand nombre de menaces très efficaces disant « si tu pars, je vais te faire comme à Sandra ». C'est devenu vraiment un moyen très opératoire de maintenir les personnes dans les situations de violence. Enfin, et je conclurai sur ce point, le recours à la violence fonctionne parfois comme un moyen de signifier la propriété de la partenaire au père, PAIRS, qui sont eux aussi des évaluateurs de masculinité et qui sont aussi de potentiels rivaux. Je m'en tiendrai là, j'espère avoir pu éclairer un peu le débat. Je vous remercie de votre attention.